Merci beaucoup pour ce récapitulatif personnel et professionnel. Permettez-moi de vous remercier tous d'être là aujourd'hui. Je suis moi aussi à mon tour ravie. Je suis ravie aussi de finalement présenter cette conférence. C'est vrai que ça a été reporté à 2 reprises, je crois. Et là, ça y est, on y est. Il est clair que, vu mon profil aussi technique, c'est vrai que cette conférence, ça m'a poussé aussi à me mettre un peu dans l'histoire, parce que c'est une histoire passionnante, mais c'est vrai, moi je ne suis pas du tout historienne. Du coup, je vais vous demander, j'ai fait mes recherches, j'ai complété, je vais vous présenter quelque chose de sympa. Soyez indulgents si jamais je lis quelques passages, parce que certainement il y a des choses que je vais lire pour ne pas me tromper. Moi, dans tous les cas, je suis ravie de vous transmettre cette histoire de la vigne qui a pris son berceau au Liban. Et non pas juste au Liban, c'est dans le Proche-Orient. Dans tous les cas, c'est pourquoi j'ai envisagé de parler non pas seulement du Liban, mais aussi de ce Proche-Orient qui est, lui, le berceau de la vigne et du vin. Et j'essayais à tout prix, j'essaierai que la présentation soit la plus dynamique possible. Et j'espère qu'elle répondra à vos attentes et je serai à votre disposition pour toute question à la fin. Voilà. Du coup, j'ai rajouté au titre le vin au Levant et au pays des cèdres. Comme ça, on fera un petit aperçu. On va voler dans l'espace et dans le temps et on va atterrir au Liban. Du coup, en fait, ce dont je vais parler, je vais vous présenter un peu aussi le Proche et le Moyen-Orient et faire un peu la différence entre les deux, parce qu'il y a toujours un lapsus qui se fait. On va parler ensemble de l'histoire de la vigne et certaines régions viticoles aussi qui sont limitrophes au Liban, qui méritent aussi le détour. Certainement, je ne vais jamais oublier mes ancêtres, les Phéniciens. Et nous allons parler proprement dit de l'histoire au Liban, moderne et ancienne, de l'histoire de la vigne et du vin. Je vous demande avec moi en fait de faire un petit saut dans l'espace et nous allons atterrir ensemble quelque part sur ce planisphère. Et ça sera au Proche-Orient. Ce Proche-Orient, c'est ce tout petit spot que vous voyez là, situé à l'est de la Méditerranée. Nous allons voir plus en particulier à quoi ça consiste et quelle est la différence entre le Proche et le Moyen-Orient. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas trop la différence, mais sachez que le Proche-Orient, c'est cette partie qui est située carrément au bord de la Méditerranée, à l'est de la Méditerranée, en vert. Ça englobe les pays, la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, Palestine, une partie de Cisjordanie, parfois la Jordanie aussi inclus, et l'Égypte. Tandis que le Moyen-Orient, il est vaste, il est plus vaste, et là on parle en fait des pays asiatiques occidentaux. Alors sachez que cette région, elle compte quand même, elle possède 50% des réserves du pétrole, du coup vous comprenez bien qu'elle attire les convoitises depuis toujours. Et certainement aussi, il y a le facteur l'eau qui est manquant dans cette région-là, mis à part le Liban et le nord de la Syrie. Je vous laisse imaginer aussi que cette partie du Proche-Orient, elle est toujours soumise à des conflits. Nous notons par exemple le conflit en Turquie, en Syrie, en Irak, suite à la construction de certains barrages sur des fleuves et autres. À savoir, en fait, après la Première Guerre mondiale, les Français, ils utilisent le terme Proche-Orient pour désigner tous ces pays-là qui viennent du Levant, c'est-à-dire c'est la partie de la Terre où le soleil se lève. Et c'est un terme qui date du XVIe siècle. C'est une vision plus francophone. Par contre, les anglo-saxons, ils englobent tout ça en Moyen-Orient. Voilà un peu la différence entre le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Là, en fait, je vais vous parler de cette région-là qui est aussi riche parce qu'elle est aussi le berceau des langues anciennes, les plus anciennes. Après, en fait, on a vu que cette partie de la Terre, elle est vraiment le lien entre l'Orient et l'Occident. C'est vraiment la route de la soie, du pétrole, de l'or, des épices, du vin, de la vigne, ainsi de suite. Et elle est aussi berceau des langues les plus anciennes. Une petite recherche m'a poussé à voir un peu. Les linguistes, en fait, ils estiment qu'on a aujourd'hui à peu près 6900 langues parlées sur Terre. Et j'ai essayé de voir quelles sont les langues les plus anciennes. Et il s'est avéré qu'on a quelques langues qui sont aussi du Proche-Orient, une des plus anciennes. En position 10, on a la langue arabe, que je parle et que j'écris, moi, qui date des années 320 après Jésus-Christ, après la naissance de Jésus-Christ. La famille de cette langue, elle est afro-asiatique. Elle est certainement écrite, parlée par les pays arabes et aujourd'hui qui compte à peu près 420 millions de personnes. En classe 5, nous avons l'araméen
Et l'araméen, en fait, c'est la langue qui est la langue biblique. Elle date de 900 ans avant Jésus-Christ. Et c'est la langue qui a été parlée par Jésus et par ses disciples. Toujours de la même famille, et son origine, en fait, c'est le croissant fertile de l'Arabie orientale. Elle est aujourd'hui parlée par 450 000 personnes quand même. C'est pas beaucoup, mais quand même, c'est une langue qui est encore vivante. En deuxième position, nous avons la langue égyptienne, qui était parlée 3300 ans avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, personne n'en parle certainement. L'égyptien, avec ce qu'on connaissait en fait, les hiéroglyphes, et voilà, cette langue-là, elle est aujourd'hui traduite, mais elle n'est pas parlée. On sait la traduire, mais elle n'est pas parlée. Et viendra en première position, c'est la langue sumérienne. Je ne sais pas si vous savez, le Sumer, c'est une région de l'Antiquité qui représente l'Irak actuel. Et c'est une langue en fait qui a été remplacée par ce qu'on appelle la langue akkadien, et c'est une des langues les plus anciennes dans le monde. Alors, maintenant nous allons parler en fait de la vigne, et nous allons parler de quelques dates qui sont intéressantes à savoir. On est bien d'accord, la vigne c'est une plante préhistorique, parce qu'on est bien d'accord, il y a des espèces fossilisées qui ont été trouvées et qui datent du Paléocène, à peu près de 65 à 55 millions d'années, ce qui est l'âge tertiaire. Du coup, ça, on a des vestiges, on a des fossiles, en témoignent, nous en avons trouvé. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu des glaciations. Alors la vigne, elle a trouvé son refuge dans la Méditerranée, d'une part, et en Caucase, de l'autre part. Après, il y a eu une phase de réchauffement climatique, et là, la vigne, elle s'est vue s'étendre. Du coup, elle a été dans le continent européen, viendra par la suite une phase aussi de refroidissement, et c'est là où la vigne a été arrêtée au parallèle, en fait, aux environs 50e parallèle nord. Et c'est ce qui limite aujourd'hui la limite septentrionale qu'on connaît, sauf qu'avec le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, la vigne aujourd'hui, elle est plus vers le nord ou plus vers le sud. À savoir qu'à la base, en fait, la vigne sauvage, qu'on appelle lambrusque, elle n'a rien à voir avec la vigne actuelle. Et cette vigne sauvage, c'est une liane qui poussait en fait le long des arbres. Elle pouvait atteindre plusieurs mètres. Et ses fruits étaient vraiment des fruits petits, acidulés, et c'était vraiment pour alimenter les oiseaux. Mais il est communément admis que cette vigne sauvage est l'ancêtre de la vigne actuelle, c'est-à-dire de la Vitis vinifera sativa. Alors, si nous allons parler un peu de quelques déplacements de ce vignoble-là, de cette vigne, depuis 8000 ans, nous allons admettre que c'est la Caucase, en fait, à 8000 ans avant Jésus-Christ, la Mésopotamie. À partir de là, aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, là, la vigne, elle a été cultivée en Égypte, en Phénicie. Et à cette époque-là, le vin, vraiment, il est devenu un produit non pas seulement réservé aux souverains, mais c'était un produit de commerce qui a après vu son extension un peu partout dans le monde. À partir de là, de 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens et les Phéniciens ont transmis cette vigne-là vers les Grecs, qui, à leur tour, les ont transmis en Italie, en Sicile et en Afrique du Nord. Et là, on est aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ, pour après atteindre les côtes européennes, en fait, occidentales, au niveau du Portugal, Espagne et le sud de la France, et nous sommes à 800 ans avant Jésus-Christ. Et à partir de là, ce sont les Romains qui ont transporté la vigne vers le nord, plus au nord, et là nous sommes à l'an 500 avant Jésus-Christ. Voilà ce qu'il en est en fait. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au vin dans l'Antiquité ? Ça n'avait rien à voir avec le vin qu'on goûtait aujourd'hui, et c'était un produit qu'on fermentait à base de jus de raisin et qu'on coupait à l'eau. Ce qui s'est passé après, ce n'est qu'aux alentours du XVIIe siècle, c'est là où on a commencé à travailler vraiment la recherche du terroir, des cépages, à trouver vraiment un peu plus de travail qualitatif. Et n'oublions jamais qu'au XIXe siècle, nous avons eu deux événements majeurs, le mildiou en 1944, le phylloxéra, ce puceron qui est venu des vignes américaines et qui a ravagé le vignoble européen. Et du coup, c'est là, à partir de là, on a connu la greffe, les soudés greffés qu'on connaît aujourd'hui sous la forme actuelle, c'est-à-dire le plant européen qui est greffé sur une vigne américaine qui est résistante à ce puceron. Et ce n'est qu'à partir du XXe siècle où on connaît vraiment l'œnologie dans le vrai sens du terme, l'essor, la recherche, la sommellerie et tout le travail qui va avec en connaissances scientifiques autour de la vinification, l'élevage et ainsi de suite. Mais on va revenir sur les traces quand même des premiers raisins. On va insister sur l'origine.
Et là, en fait, je vais commencer par une citation qui est du professeur Fabrizio Buccella, qui est un physicien. Il est enseignant à l'université de Bruxelles, de Reims, de Bordeaux. Il est sommelier lui-même aussi et les zytologue, c'est-à-dire spécialiste de la bière. Et du coup, en fait, il a écrit quelque chose qui m'a paru très sympa. Du coup, je vous le lis. Il disait « C'est encore le primate de l'histoire qui a permis l'essor récent du vin géorgien. Car, mesdames et messieurs, on allait goûter, savourer, découvrir le vin du premier homme, enfin du premier homme qui eut la bonne idée de fermenter une grappe de raisin. On chasse, on traque, on guette, tout site archéologique. Le vinificateur originel, il faut le conserver, il ne faut pas le lâcher. Si on devait tomber sur une cuverie encore plus ancienne au Liban, par exemple, ça l'afficherait mal pour les Géorgiens, qui voudraient du second vin de l'histoire. » Et moi, je trouvais ça, c'était super sympa parce qu'on a tous compris qu'on se bat pour l'origine de la vigne, mais on va être d'accord que l'origine, ça peut être la Transcaucasie ou le Proche-Orient. Nous allons admettre qu'il y a deux origines. Du coup, on a le Proche-Orient, là je vous le montre, et la Transcaucasie. Les premiers vestiges, dans tous les cas, permettent de dater, que ce soit en Proche-Orient, que ce soit en Transcaucasie, qu'il y a eu des grains de raisin fossilisés qui datent de 8000 ans à 5000 ans avant Jésus-Christ. Du coup, voilà les deux centres de primo-domestication. Et voilà quelques raisins en fait qui ont été aussi quelques fossiles qui ont été étudiés exactement pour déterminer un peu la domestication de cette vigne-là. Alors, on a bien compris que pour toute cette identification de présence de la vigne et du vin, il y a plusieurs sciences qui vont rentrer en jeu, que ce soit l'archéologie, que ce soit la génétique, que ce soit la chimie, l'histoire, l'ampélographie, même la linguistique. En archéologie, en fait, les fossiles des pépins et des grains de raisin ont été étudiés, même des figurines aussi qui montrent aussi une certaine époque. Concernant la chimie, nous avons étudié la présence d'acide tartrique qui est un des marqueurs les plus importants pour détecter le vin, la présence du vin, et on a mis aussi en présence l'acide tartrique, la résine de térébinthe qui a été employée en fait en tant que premier bactéricide pour empêcher les bactéries de transformer, en fait, d'avoir du vinaigre. Et là, du coup, on parle du vin résiné. Voilà. La génétique, je parle de la génétique parce qu'il y a de très grands projets pour le séquençage de l'ADN de la vigne, pour essayer en fait de comprendre cette domestication de la vigne, mais qui n'est toujours pas évident, mais bon, on y travaille. Et certainement, il y a aussi des vestiges écrits, par exemple des agronomes anciens comme Pline ou Columelle qui en ont parlé aussi de certains cépages, mais certainement ces cépages n'ont rien à voir aussi avec les cépages qu'on a aujourd'hui. Nous allons rentrer un peu dans quelques régions et là je vais vous parler du vin en Israël. Et ça m'a un peu, tout récemment, il y a eu une découverte qui était fascinante. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sont des archéologues qui ont découvert la cave la plus ancienne dans le monde, qui est située à côté de Tel Aviv. Je vous montre ici, vous avez une photo de ce site-là. Il couvre 225 mètres carrés et c'est une capacité quand même de 2 millions de litres de vin. Et on dit que c'est l'une des caves les plus anciennes, les caves commerciales qui n'a jamais été découverte. On voit des pressoirs, on voit des cuves, des caves, des amphores où le vin se conservait, où il se vinifiait. Du coup, vraiment, c'est une découverte fascinante qui date en fait de l'époque byzantine et qui, à peu près 4 à 5 siècles avant Jésus-Christ. Et la cave, on voit qu'elle est assez sophistiquée quand même. Et il y a des vestiges, on voit qu'à l'époque, la vigne et le vin étaient vraiment très importants et c'était un signe vraiment de richesse qui se transmettait dans cette société-là. Le raisin, en fait, là par exemple, on a des cuves où le raisin était vinifié, il était pressé avec les pieds et la fermentation se faisait dans ce type de cuve aérienne. Et on parlait à l'époque du vin de Gaza, qui était le vin le plus connu à l'époque. Voilà quelques images qui vous montrent un peu cette importance. Là, voilà aussi des amphores qui ont été découvertes par les archéologues. Et pour dire aussi que le vin aussi, à cette époque-là, c'était un produit qui servait à être exporté, mais aussi c'était un vin de plaisir
c'était un produit sain à boire, parce que sachant que l'eau pouvait être contaminée, tandis que le vin, avec la fermentation, c'était un produit qui était sain à boire. Et du coup, il faisait partie du breuvage, de l'alimentation quotidienne de cette partie du Proche-Orient. Voilà quelques images en extrayant les amphores. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la situation actuelle de la filière en Israël? Là, j'avais aimé aussi de mettre un peu le point sur ce qu'il en est aujourd'hui. Du coup, à savoir, c'est à partir du 19e siècle que le vin a été réintroduit en Israël avec Edmond de Rothschild. Aujourd'hui, le vignoble israélien, il compte à peu près 5000 hectares et c'est une production moyenne de 44 000 tonnes par an avec une production en bouteilles de 35 millions de bouteilles, sachant que 75% de cette production-là est pour le vin rouge et le reste pour les vins blancs. Il y a plusieurs cépages aujourd'hui qui sont plantés, plutôt des cépages internationaux, malheureusement je dis, parce qu'il doit y en avoir tellement de cépages autochtones. Mais bon, aujourd'hui les cépages les plus présents c'est la Syrah, le Carignan, Cabernet Sauvignon. Et voilà, en fait, il y a deux photos là que j'avais aimé de vous montrer. Ça se passe au désert de Negev, qui est au sud de l'Israël, pour vous dire que regardez comment ils ont pu transformer cette partie du désert en un vignoble bien prospère. Et il faut dire que les Israéliens, ce sont les pionniers de l'irrigation goutte à goutte. Du coup, ils ont été capables de faire des miracles. Voilà un peu la carte, les régions viticoles en Israël. Et du coup, comme vous allez voir sur la deuxième carte, nous avons plusieurs régions viticoles. Premièrement, la Galilée, au nord un peu à l'est, formée de 3 parties, dont le Golan, qui est un plateau entre 400 et 1200 mètres d'altitude, avec des sols argilo-calcaires. Et cette région-là connaît des journées très très chaudes, avec des nuits très fraîches, ce qui est idéal pour la maturité des raisins. Une autre région viticole, qu'on appelle aussi la Samarie, avec des sols là plus calcaires, c'est plutôt au niveau de la côte, et le climat est chaud et humide. La région aussi qui est la plus répandue, c'est au centre, la région de Samson, aussi des sols argilo-calcaires, et une autre zone qui est la colline de Judée, et c'est là où résident les vins les plus prestigieux et les plus qualitatifs. C'est un sol argilo-calcaire, majoritairement caillouteux, et c'est à l'ouest de Jérusalem. Et voilà, en fait, au sud, le désert de Negev. Ça reste vraiment très, très petit, mais bon, quand même, ils ont réussi, avec des conditions très, très arides, très, très limites, de faire pousser la vigne là-bas. Qu'en est-il, en fait, du vin en Palestine, la terre de promesse? Voilà, en fait, en Palestine aussi, comme tout ce croissant fertile, c'est une région assez fertile. La vigne va pousser tranquillement, comme un autre trio de cultures, les olives et aussi le blé. Mais par contre, en Palestine, la situation est complètement différente. Quand Israël, aujourd'hui, elle vit dans un état de paix, de calme, et que pour elle, en fait, l'État israélien, il encourage massivement la plantation de la vigne et les caves, en fait, à produire du vin. Le cas n'est pas pareil en Palestine. D'ailleurs, j'ai oublié aussi en Israël de vous dire que la majorité des vins sont des vins cachers, et à savoir que la moyenne du prix aussi des vins israéliens est assez élevée, aux alentours de 40 €. Et ceci parce que les Israéliens ils produisent ce qu'on a vu en production 35 millions de bouteilles, qui est à 80% exporté vers la diaspora juive dans le monde entier. C'est ce qui justifie aussi ce prix-là. Ce n'est pas le cas en Palestine, malheureusement, avec la situation géopolitique. Du coup, aujourd'hui, en fait, il y a à peu près 5% des terres qui sont cultivées en Cisjordanie. Ça représente vraiment très peu d'hectares et c'est surtout le vin aujourd'hui, il est produit par les chrétiens qui représentent 2% de la population. Du coup, c'est vraiment rien du tout. Par contre, là, en fait, il y a quelques vignerons qui sont assez braves, qui ont essayé en fait de réimplanter dans leur territoire natal et ils ont trouvé aussi à peu près des cépages autochtones, à peu près 23 cépages. Un cépage le plus connu, il s'appelle Zeini et ils y travaillent dessus. Le climat, aride, difficulté d'irriguer aussi, difficulté de moyens et certainement avec la situation géopolitique, difficulté d'exporter ces vins palestiniens. Alors, qu'en est-il en Syrie? Là aussi, c'est un véritable défi et j'aime bien nommer aussi ce vin-là comme un vin de résistance, la vigne en résistance. Cette diapo-là, en fait, elle vous montre, c'est le site de Palmyre. Je ne sais pas si parmi vous ont eu l'occasion de visiter ce site, malheureusement avant sa destruction partielle, mais c'est un site qui était magnifique, il a été fondé par les Romains.
Et en fait, c'est grâce aux Romains, en 63 ans avant Jésus-Christ, que la vigne a su réimplanter en Syrie, parce qu'ils se sont basés dans plusieurs régions comme Palmyre, comme Antioche ou Damas, et c'est là où en fait où le transport, le commerce se faisait avec les caravanes qui transportaient de l'Orient vers Rome, tout ce qui est les denrées, l'or, l'épice et tout ça. Et on disait à l'époque que les soldats romains ou les centurions, ils ne se déplaçaient pas sans un peu de sel et leur cèpe. Du coup, vraiment, la vigne a été très, très répandue. Et là où les Romains ont vraiment su implanter la vigne, c'était forcément en choisissant des terroirs qui sont aujourd'hui s'avérés magnifiquement et potentiels pour la vigne. Et c'est le pied du mont Bargillus. C'est un mont qui est situé au nord-est de Latakie. Et il est connu comme étant le Jebel el-Ansariye. Jebel el-Ansariye, c'est la montagne des chrétiens, parce que Ansariye, c'est Nasara, et c'est les chrétiens. J'aime bien vous parler, en fait. Bon, aujourd'hui, la filière, elle est vraiment méconnue. Les vins syriens, si on regarde dans la littérature, on ne va pas en trouver 50 000. Par contre, il y a un vin qui se démarque, c'est le domaine Bargillus. Alors moi, j'ai eu l'occasion de vinifier le domaine Bargillus, c'était son deuxième millésime en 2006. En fait, quand j'ai quitté le Liban lors de la guerre de juillet 2006, on m'a appelé en urgence en Syrie parce qu'ils n'avaient pas un œnologue français qui venait vinifier. Et du coup, moi, je suis allée dans ce spot qui est magnifique. C'est un domaine de 20 hectares qui est situé au nord de Latakie, sur un spot très très beau, planté 75% en rouge, 25% en blanc. Un terroir très intéressant, ça fait partie de la faille géologique du Jourdain. Et des sols calcaires mélangés à du silex. Du coup, la caractéristique donnée au vin, elle était sublime. Ce domaine-là produit 45 000 bouteilles, mais quand même, c'est un vin qui est trois fois plus cher qu'à produire que dans des situations normales, parce que les propriétaires, c'est des franco-libanais, c'est des syrio-libanais, et ils se sont réfugiés au Liban suite à la situation en Syrie, et du coup, ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont peur d'être kidnappés. Ils ont fait confiance à 35 personnes qui travaillent là-bas sur place, qui gèrent la vigne tout au long de l'année. Et pour tout, par exemple, tout échantillon, tout est véhiculé par taxi à Beyrouth pour que ça soit goûté à Beyrouth et travaillé. Et même, il n'y a pas possibilité d'avoir ni des bouchons, ni des bouteilles, ni quoi que ce soit comme matière première. Du coup, les vins, ils sont embouteillés, enfin même pas, ils sont transportés en vrac en Belgique pour qu'ils soient embouteillés en Belgique et de là-bas exportés. Du coup, vous pouvez imaginer le prix de revient un peu de ces bouteilles, mais bon, c'est une famille qui est persistante, elle veut continuer à produire du vin, il s'attache au terroir, et aujourd'hui, c'est un vin qui est quand même présent sur des tables assez gastronomiques, du coup, c'est assez intéressant à mentionner. Ah, voilà, 900 mètres d'altitude, une quantité de pluie quand même qui est assez intéressante, 900 mm de pluie par an, et produisant 45 000 bouteilles. Voilà, viendra le temps où je me dois de parler de nos ancêtres les Phéniciens. Là, je vais être obligée un peu de lire un peu mes notes. Alors, par rapport à la localisation, on a bien compris, la Phénicie, c'est cette partie du Proche-Orient qui représente le territoire actuel du Liban, avec une partie de la Syrie et une petite partie aussi d'Israël. Alors, les Phéniciens, ils se sont implantés sur cette zone et ils ont bâti en fait des ports très importants à l'époque et qui le sont toujours. Le port de Tripoli, le port de Byblos, le port de Tyr, de Sidon. Et à partir de là, en fait, ils ont conquis en fait, le restant de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'étymologie du mot phénicien? Alors, le nom phénicien, en fait, il vient du grec, en principe, phéniqué. Et c'est souvent proposé comme la traduction du violet tyrien, pourpre ou murex. Par contre, il y a le professeur Michael Astour. Il a fait valoir en fait que phénix ne vient pas vraiment du grec, mais c'était plutôt d'origine sémitique de l'Ouest, et il désigne les teinturiers, parce que les Phéniciens étaient connus pour la teinture qu'ils produisaient des coquillages trouvés sur les plages libanaises. C'est une teinture de couleur pourpre et cramoisie. Et c'est pourquoi les Grecs, ils les appelaient phoiniques. C'est là où ça vient en fait le mot phénicien. Et Phénicia en latin, là je fais défiler, Phénicia en latin, elle vient de Punicus. Et en fait, de là, ça fut tiré le nom des guerres qui ont été faites entre Rome et Carthage. Et du coup, on parle des guerres puniques. Voilà.
Qu'en est-il de leurs origines? Et là, il y a tout un mystère qui réside, parce que malgré toutes les études qui ont été faites pour essayer de voir, de localiser ces Phéniciens, d'où ils viennent, à quelle époque et pourquoi ils sont venus, en quelles circonstances, là, les récits ne sont pas clairs là-dessus. Du coup, l'origine n'est pas encore définie. Il y a en fait un généticien qui s'appelle Spencer Wells, qui a mené des études génétiques et il a démontré que les hommes qui peuplent le Liban et Malte, et d'autres aussi, qui ont un passé phénicien, ils ont un chromosome, le M89, qui est commun, type Y. Voilà. Du coup, en fait, il a commenté que les Phéniciens étaient des Cananéens et les ancêtres des Libanais d'aujourd'hui. Voilà. Du coup, quand on dit les Phéniciens sont les ancêtres des Libanais, là-dessus, on est bon avec l'histoire et la science. Voilà, en fait, les coquillages qui se trouvaient sur la côte libanaise et à partir desquels ils produisaient la teinture. Alors, si on parle des Phéniciens, on peut certainement ne pas oublier l'alphabet phénicien. Là, en fait, vous avez quelques écritures qui figurent sur le sarcophage du roi Ahiram. Et le sarcophage, il est aujourd'hui à Byblos, sur la cité de Byblos. Et en fait, ça montre l'importance de cet alphabet. Déjà, cet alphabet a facilité les opérations commerciales pour les Phéniciens. Et ils sont crédités de l'avoir inventé et de l'avoir dispersé sur le pourtour méditerranéen. L'alphabet phénicien comporte 23 signes distincts, et ça ne peut pas s'agir d'un syllabaire, mais par contre, ça dérive des hiéroglyphes égyptiens, et on l'appelle aussi un alphabet cananéen, qui est considéré comme l'ancêtre de tout l'alphabet moderne. Alors, comme nous avons dit, la Phénicie, les Phéniciens, ils se sont trouvés dans ce Liban où il y a plein de montagnes. C'est un territoire qui les restreint quand même à une petite surface. Ils ne peuvent pas dépasser trop les montagnes et aller dans le centre du pays parce qu'il y a des voisins qui sont assez puissants. Ils ne peuvent pas fonder leur empire. Du coup, à partir de là, ils se sont dit, qu'est-ce qui nous reste? C'est la Méditerranée. Ils se sont dirigés vers l'ouest pour conquérir la Méditerranée. Et à partir de là, en fait, ils rentrèrent en relation avec l'Égypte. Et c'est là, en fait, où petit à petit, ils devinrent peu à peu les vassaux. Et ils trafiquaient avec les Crétois, avec les Mycéniens, les Grecs et autres. La Phénicie, en fait, elle fut prospère, boisée, comme on le sait, le bois du Liban, le bois du cèdre. Une région assez fertile, avec tout type de fruits et légumes. Et une situation géographique qui est assez stratégique. Du coup, il y avait pas mal de conquérants qui voulaient aussi avoir cette partie de Proche-Orient. Ils étaient des habiles navigateurs, du coup, ils ont propagé en fait leur culture à travers toute la Méditerranée et ils ont fondé en fait plusieurs colonies, dont la plus connue c'est Carthage. Voilà, et voilà un peu, ça représente un peu où ils se sont vraiment basés sur le pourtour méditerranéen. Ils sont crédités de l'invention de la birème phénicienne. Ce que vous voyez aussi, c'est le navire avec les deux rangées, les deux files de rameurs de chaque bord. Et à travers la Méditerranée, ils ont pu échanger sur les denrées alimentaires, les esclaves, le verre, du grain, le blé, orge, du vin, de l'huile, du cuivre, de l'étain, des animaux exotiques, des singes, des crocodiles, des pierres précieuses, du parfum, de la pourpre, du bois de cèdre. Et on raconte aussi que les Phéniciens ils se sont aventurés vers le nord, dans l'océan Atlantique, mais on n'a pas vraiment de vestiges qui confirment cette thèse-là. Et en même temps, ils ont navigué aussi vers le sud, tout le long de la côte africaine. Maintenant, on arrive au Liban. Qu'en est-il de la vigne et du vin dans ce tout petit pays? Il est tout petit, certes, mais il est assez important. C'est une surface aujourd'hui, il a toujours eu une surface de 10 542 km², c'est presque la surface de la Gironde. Et il est situé en fait au parallèle nord 34, au numéro 34 de latitude. Et cette situation, elle va jouer un rôle très important par rapport à l'ensoleillement et par rapport aux conditions qui sont propices pour la culture de la vigne et la production du vin. Il faut savoir que les solstices en fait, d'été, on a à peu près 14 heures d'ensoleillement et au solstice d'hiver, on a 9 heures d'ensoleillement, ce qui fait au total à peu près de 280 jours d'ensoleillement à l'année. Voilà quelques particularités un peu géomorphologiques. Bon, dans la première carte, on peut dire que situé à l'est de la Méditerranée, ce petit pays, en fait, il longe la Méditerranée sur une côte de 200 km.
Mais par contre, il y a deux chaînes de montagnes, le mont Liban et l'Anti-Liban, qui viennent traverser le Liban du nord au sud. Sur le mont Liban, on a un mont, on a un point culminant, c'est à Konet Saouda, qui atteint à peu près 3200 mètres d'altitude. Et sur l'Anti-Liban, dans le sud, on a le mont Hermon, qui atteint à peu près 2800 mètres d'altitude. Entre le mont Liban et l'Anti-Liban se trouve la plaine de la Bekaa. Après, c'est une plaine, mais pour moi, c'est une fausse plaine, c'est un plateau, parce que déjà, elle est située à 800 mètres d'altitude. Et la plaine de la Bekaa, ou tout le Liban, elle est située en fait sur la faille de Jourdan, qu'on appelle aussi la faille du Levant, qui relie la mer Rouge à au Caucase. Et cette plaine couvre aujourd'hui à peu près 4000 km², ce qui est équivalent à peu près du tiers de la surface du Liban. En ce qui concerne l'histoire de la vigne et du vin, bon là je vais laisser un peu l'histoire qui en est témoin. Bon déjà, là par exemple dans les récits bibliques, on parle de Noé dans l'Ancien Testament, dont la tombe elle se trouverait dans une mosquée à Kérak. Kérak c'est une petite ville dans la Bekaa. Et on dirait que Noé il se s'est arrêté sur le mont Sanin. Là vous voyez en fait, vous avez un temple, une photo d'un temple qui s'appelle le temple de Niha. Il s'est arrêté là-bas et il aurait planté sa première vigne. Une autre citation parle aussi du prophète Osée, qui dans l'Ancien Testament, il dit « Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie aux froment, et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. » Du coup, on peut dire que le Liban était le berceau de la vigne et du vin, puisqu'on a plusieurs citations aussi qui le témoignent. Des fouilles ont été faites sur le site archéologique de Byblos et elles ont montré des pépins de raisin qui datent aux alentours de 8000 ans avant Jésus-Christ. Après, nous avons parlé des Phéniciens aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ qui ont aussi font prospérer cette production et cette production de vin et cette plantation de vignes. Et certainement aussi, on doit aux Romains qui, avec le temple de Bacchus qu'ils ont construit à Baalbek, et qui est toujours dans un état qui est superbe, très bien préservé. C'est aussi un vestige qui montre aussi l'importance de la vigne et du vin dans cette partie du Liban. Nous arrivons à l'année 0, où Jésus a choisi aussi de faire son premier miracle, les noces de Cana, au Liban, ainsi que d'autres aussi citations de l'Évangile qui en manifestent aussi de l'importance de cette production. Je n'ai pas vraiment réussi à trouver des données qui me parlent un peu de l'histoire entre cette année 0 et le XVIe siècle. Bon, je m'en excuse, mais bon, certainement ça m'induira à une autre recherche. Mais bon, je vais passer à cette époque-là, au XVIe siècle, où les Ottomans ont pris la main sur le Liban, sur le Liban et même aussi la Syrie. Et du coup, ils ont occupé cette région pendant 400 ans. Et là, du coup, tout ce qui est production de vin s'est arrêté complètement. La vigne était toujours présente. Du coup, elle servait en fait dans l'alimentation. Et une partie aussi des Libanais produisait ce qu'on appelle l'arak, qui est aujourd'hui notre boisson libanaise par excellence et qui est le distillat de jus et du marc de raisin avec de l'anis frais. Et ça va très bien, l'arak, avec notre mésé libanais, si vous avez l'occasion aussi de le déguster. Alors, nous allons passer à l'histoire moderne de la vigne et du vin. Et heureusement qu'il y avait les moines au Liban, et ce n'est qu'avec les jésuites qu'en 1857, le retour de la production de vin a eu lieu, et surtout avec le château Ksara, qui est aujourd'hui le château le plus ancien au Liban. En 1866, il y a un Français qui s'appelait Pierre Brun. Il est tombé amoureux de la Bekaa, et du coup, il a fondé sa première cave commerciale, qu'on appelle aujourd'hui Domaine des Tourelles, en 1868. Entre 1920 et 1943, il y a le mandat français, et c'est là en fait où l'expansion de la culture de la vigne et la production du vin a connu son plus fort essor. Du coup, il y a eu un développement des caves. On connaît deux caves, Château-Nacat, Château-Musard. Et en 1970, avant la guerre civile, c'est au château Kefraya que la vigne a commencé à être implantée massivement. 300 hectares ont été plantés d'un coup. C'était à l'époque de M. Michel de Bustros, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Maintenant, malheureusement, il est décédé, mais c'était un des pionniers en fait dans la culture et la production du vin au Liban.
Après, la guerre civile s'est déclenchée pendant une quinzaine d'années. Là, en fait, on ne peut pas dire que la filière a connu ses meilleurs moments. Le secteur, il est rentré en crise et du coup, les Libanais, ils se sont vus obligés d'exporter toute leur production pour pouvoir résister à cette situation-là. À partir de 1996, le retour au calme a fait qu'il y a eu de naissance de plusieurs caves après cette période de guerre. Et aujourd'hui, en fait, on a à peu près une soixantaine de caves au Liban. Bon, comme vous l'avez entendu récemment, le Liban aujourd'hui, il vit une situation catastrophique, une situation terrible. Je crois que même en ayant vécu moi-même aussi la guerre civile au Liban, je crois que le Liban aujourd'hui, il vit une période qui est plus sévère que ce qu'on a connu avant, suite certainement à l'ingérence, à la responsabilité des Libanais, aux responsables libanais, à la corruption qui existe, à la crise économique, sanitaire, voilà, je vous en cite, mais vraiment, c'est un appel vraiment en détresse. Mais bon, nous les Libanais, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais on croit toujours. Étant donné que le Liban est passé par tellement de phases difficiles dans son histoire, on dit toujours que le Liban, c'est un phénix et il va savoir renaître de ses cendres. Et on espère vraiment qu'il pourra renaître un jour de ses cendres. C'est notre seul espoir aujourd'hui. Quelques particularités démographiques. Bon, des recensements, ça ne se fait pas tous les jours au Liban. Le dernier que j'ai eu, c'était en 2010. Il recense 4 millions d'habitants au Liban, sachant qu'on est aux alentours de 5 millions aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 1,5 million de réfugiés syriens. C'est-à-dire pour chaque habitant libanais, pour chaque réfugié syrien, il y a 3 Libanais. Voilà. Du coup, le rapport est énorme. Une autre particularité aussi de la population libanaise, c'est qu'on est un fief de toutes les religions, 3 religions monothéistes et 17 communautés différentes. Du coup, aussi, c'est une richesse. Pour moi, c'est une richesse parce qu'elle est loin d'être la raison pour laquelle il y a eu des guerres, parce que la guerre, toujours, elle est d'origine économique, financière, et la religion, c'est un prétexte. Du coup, voilà, là, c'est une richesse pour moi. D'autres particularités géologiques, là, voilà une coupe en fait géologique du Liban. Si on prend de la côte vers l'intérieur, vous allez voir, ce qu'il faut retenir, c'est que le Liban est porté par une roche-mer calcaire. Sur la côte, elle est très étroite, vraiment c'est du calcaire qui date du Miocène. Sur le versant ouest du mont Liban, ce sont des roches qu'on appelle des roches karstiques, et ce sont des roches qui sont carbonatées. Et on a en fait un paysage qui varie entre la dolomie, entre la craie. C'est une roche soluble et qui facilite la création des nappes phréatiques. C'est pourquoi le Liban il est tellement riche en nappes phréatiques et en eau souterraine. Et ces refuges-là, ils servaient aussi pour abriter les ermites et les chrétiens qui fouillaient et qui allaient en fait se réfugier dans ces montagnes libanaises. Quand on rentre à l'intérieur, du coup sur le versant est du mont Liban, là nous avons une qualité de sol qui est complètement différente. Là nous rentrons dans l'argilo-calcaire. On nomme aussi ce sol-là d'un sol fersiliatique qui est rouge parce qu'il est riche en fer et du coup en fait ça donne au vin aussi des caractéristiques assez importantes. La plaine de la Bekaa, c'est ce que vous trouvez en fait entre les deux monts, le mont Liban et l'Anti-Liban. Alors là en fait nous avons une plaine qui était couverte par l'eau depuis longues années et du coup on a plein de sédiments. Et moi, quand je faisais le tour de la vigne et quand je travaillais au Liban, ça m'arrivait plein de fois de ramasser dans le sol du vignoble plein de fossiles que j'ai gardés avec moi. Du coup, j'en ai plein. Voilà, c'était un sol très très riche en fossiles. Quelques particularités climatologiques pour ce petit pays. Tellement il est petit, mais par contre, on a tellement du relief, on a tellement des paysages différents qu'on a des climats aussi différents. Mais en règle générale, c'est un climat méditerranéen tempéré. Mais je vais vous citer qu'est-ce qu'on peut trouver comme sous-climat. Il est à tendance océanique l'hiver, subtropical l'été sur la côte, semi-continental à l'intérieur, semi-aride en haute montagne, semi-désertique sur l'Anti-Liban et presque steppique, même désertique dans le nord-est. Et dans chaque zone, on a des caractéristiques différentes et le vin peut s'exprimer aussi d'une façon différente. Comme nous l'avons compris, 4 saisons bien définies, des fluctuations thermiques entre le jour et la nuit qui sont assez intéressantes, très intéressantes pour la maturité des raisins, une pluviométrie qui est en fait aux alentours de 900 mm par an, presque équivalente à la pluviométrie d'à Bordeaux. Ce qui diffère avec Bordeaux, c'est que la pluviométrie est très restreinte et elle est
comprise entre le mois de novembre et le mois d'avril, sachant qu'à Bordeaux, il pleut tout le temps. Maintenant, je suis habituée, mais bon. Et en fait, il y a quelques risques de gel qu'on connaît au Liban, surtout dans la Bekaa, plutôt du gel de printemps. On a parlé de l'ensoleillement, une grande faculté, la richesse de paysages et de terroirs, une densité de plantation entre 1600 et 5000 pieds à l'hectare, une plantation, on plante la vigne entre 800 et 1400 mètres d'altitude, une taille plutôt en gobelet, la majorité en gobelet, à peu près 60%, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire du palissage de plus en plus. Et certainement, en fait, les plants, on a très peu de plants francs de pied, c'est plutôt des plants greffés, adaptés à des sols calcaires. J'essaye en même temps, en fait, de vous donner aussi quelques photos du vignoble. Ça, par exemple, c'est le vignoble de Kefraya, dans lequel j'ai travaillé. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'on a une alimentation, vu la qualité du sol et les réserves hydriques, on a une alimentation hydrique qui est très, très bonne, régulière et minérale aussi. On a de très faibles pressions de maladies cryptogamiques. Ça n'a rien à voir avec la pression mildiou qu'on peut avoir à Bordeaux. Mais je veux dire que ces dernières années, les viticulteurs au Liban commencent à être confrontés à ce mildiou de plus en plus. Quelques ravageurs, vers de grappe par exemple, Demis, Cochelis, ce qu'on a aussi ici du coup, et l'âge moyen du vignoble, parce qu'on parle d'un vignoble moderne, c'est aux alentours de 40 ans. Avant cette crise-là, la main-d'œuvre était de très bon marché, les choses ont changé, mais le terrain il reste vraiment très très cher. Et pour vous dire que des hectares aujourd'hui au Liban, pour trouver un terrain viticole, on a des prix qui avoisinent un peu un prix à Saint-Émilion, tellement c'est cher. D'autres particularités viticoles, bon, comme vous l'avez vu, le Liban il est riche en culture, du raisin de table qui représente à peu près 11 000 hectares, du raisin de cuve qui ne représente que 3 300 hectares, à peu près 4% de la surface agricole utile. La majorité de cette plantation est basée dans la Bekaa, à peu près 75%. Concernant l'encépagement, au Liban, là c'était, si je veux dire, c'est une liberté absolue de choisir les cépages qu'on veut. Et c'était un plaisir et un bonheur de travailler dans un tel environnement parce que par exemple, à Kefraya, je vous donne un exemple, on avait à peu près 12 cépages en rouge, 11 en blanc, une multitude de variétés, ça nous donnait vraiment une amplitude de travail extraordinaire. Le travail aujourd'hui, plutôt des cépages internationaux, mais de plus en plus, les Libanais ils commencent à se diriger vers des cépages autochtones. Ils développent aujourd'hui deux cépages, dont le Obeidi et le Merouah. Du coup, là, on est vraiment content parce que là, ce sont des cépages qui s'avèrent s'adapter aussi à des conditions qui deviennent de plus en plus difficiles. Voilà en cépage blanc, en cépagement rouge, des cépages traditionnels français du sud de la France, des cépages aussi grecs, des cépages du Tempranillo espagnol. Voilà, pour vous dire que aussi c'est une amplitude de choix. Quelques particularités vinicoles. Les vins au Liban, c'était majoritairement des vins d'assemblage et les gens aujourd'hui se dirigent de plus en plus vers des vins monocépages, des cuvées assez spécifiques, des parcellaires. Du coup, aussi, la tendance commence à changer. On connaît plusieurs petits domaines, des micro-domaines, aujourd'hui des domaines qui peuvent produire entre 3000 bouteilles et d'autres domaines, comme par exemple Château Kefraya ou Ksara, qui en produisent à peu près de 2,5 millions de bouteilles par an. Du coup, vraiment aussi, on a une large palette. Des travaux de recherche, des instituts de recherche aussi, des formations. Là, on voit vraiment que la filière, elle prend complètement forme avec des cépages indigènes, le travail sur les levures indigènes, des terroirs, des limitations de sol, de climat et autres. Du coup, vraiment, ça engendre une certaine dynamique très, très intéressante. Il ne faut jamais oublier que l'influence française et surtout bordelaise a marqué l'histoire aussi de la vigne et du vin au Liban. À savoir, 51 caves produisant 8 500 000 bouteilles par an. Ces bouteilles-là sont exportées à 85% et sur le marché local, 15%. Cette tendance a changé, surtout ces dernières années, parce que vu la crise, les Libanais se dirigent certainement vers la diaspora libanaise pour exporter, parce qu'aujourd'hui, sur le marché local, les gens n'ont même pas de l'argent pour acheter de l'alimentation. Le vin, aujourd'hui, c'est un produit un peu de luxe, du coup, les Libanais se dirigent vers la diaspora. Et voilà, en fait, en production, en rouge, 63% et
équitablement en rosé et en blanc. La particularité administrative, c'est qu'au Liban, nous n'avons pas des appellations d'origine contrôlée, mais il y a eu une division en fait, administrative des districts, et c'est elle qui a défini un peu les régions viticoles. Du coup, on connaît 5 districts, 5, si on peut dire, appellations: le Nord, le Mont-Liban, la Bekaa au nord, la Bekaa ouest et Jézine au sud du Liban. Quelques autres données: il faut savoir que le Liban a adhéré à l'OIV en 1995. En 1997, il a créé l'UVL, qui est l'unité des vinificateurs libanais, je crois, et c'est elle qui a pris en charge l'établissement de la loi 216 du 30 mai 2000, qui a régi un peu le fonctionnement autour des cépages, autour des pratiques œnologiques, des AOC, études des AOC et autres. Et voilà, je venais de le dire, la délimitation par les muhafazat, c'est-à-dire les districts, qui est la division administrative du pays. En 2002, il y a eu une création d'une commission du vin. C'était un groupement de responsables administratifs et œnologiques libanais et français qui ont œuvré en fait pour le travail, pour l'évolution et le développement de la filière. Et en 2007, il y a eu création de l'INVP, c'est un office paragouvernemental en fait qui est chargé du contrôle, des analyses et de la dégustation des vins libanais. Là, j'arrive en fait à la fin de la présentation, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je vous aurais invité à y aller au Liban, mais certainement ce n'est pas le bon moment. C'est pourquoi j'ai préféré vous transmettre quelques images pour vous montrer un peu la beauté de ce pays et vous dire que dès que la situation se rétablisse, je vous invite vivement à y aller voir ce pays parce qu'il y a de quoi.